Bonjour à tous, donc on va démarrer et bienvenue pour ce nouveau sujet des 1 heure pour l'autonomie. Alors je suis désolée, j'ai pas beaucoup de voix. Je vais essayer d'être la plus compréhensible possible. Donc aujourd'hui, on va vous parler du parcours de scolarisation des enfants en situation de handicap. Et pour vous présenter le sujet, on a le plaisir d'accueillir Cécile Holbeck, qui est donc enseignante spécialisée mise à disposition par l'Éducation nationale pour la MDPH. Mais avant de lui céder la parole, je vous rappelle que ce temps d'information, il est enregistré. Donc si vous ne souhaitez pas apparaître sur la vidéo, je vous invite tout simplement à couper votre caméra. Par ailleurs, d'avance, je vous remercie de couper vos micros pour éviter de faire, des bruits de fond, parce qu'on entend parfois les claviers et cetera et donc c'est pas forcément très agréable pour tout le monde. Le support qui va vous être présenté vous sera bien évidemment transmis à l'issue de la présentation, avec le lien pour accéder à la vidéo sur YouTube. Généralement, elle est mise en ligne, d'ici 15 jours. Et vous retrouverez également avec ce lien, la possibilité d'accéder à l'ensemble des vidéos, des différents sujets qui vous ont déjà été présentés. Vous pouvez tout au long de la présentation poser des questions dans le chat. Compte tenu du format aujourd'hui et au regard du temps qui nous est imparti, il n'y a pas d'échange direct, mais en tout cas, ça vous permet, au travers du chat, de poser vos questions et nous, on y répond dans un second temps via une foire aux questions, qui est également transmis à l'ensemble des inscrits, avec le support de présentation. Et je vais enfin, céder la parole à Cécile. C'est à toi. Alors bonjour à tous, je vais aussi m'excuser par avance pour, le grain de voix, les éventuels, toux et voire, mouchages. Je suis désolée, je me suis fait attaquer par un virus, donc je vais faire du mieux que je peux. De fait, donc voilà, Emeline m'a présentée, donc la présentation était complète, je n'ai rien à ajouter de plus, mis à part, peut-être que je suis évaluatrice à la MDPH depuis 3 ans maintenant, mais pour le reste, c'était parfait. Donc je vais, partager mon support. Hop, tac. J'ai pas une agilité ultime sur, l'outillage informatique, mais on devrait pouvoir y arriver. Voilà. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Enfin, est-ce que, C'est Emeline, parfait, tu peux me faire Cécile. le retour? C'est Voilà, parfait. merci bien. Du coup, l'idée, c'est de balayer la question du parcours de scolarisation, alors de façon, relativement, synthétique parce que c'est quand même une question, un sujet sur lequel on pourrait passer, et on peut passer, facilement 2 heures et demie à 3 heures. Mais l'idée, c'est d'aller, sur quelque chose de synthétique pour, vous donner une vision globale, du sujet, en tout cas sur, heu, les moyens de compensation pour les élèves en situation de handicap et la façon, dont on peut, envisager, le sujet. Donc d'abord reprendre, globalement, redéfinir ce qu'est l'école inclusive parce qu'on utilise beaucoup le mot, on utilise beaucoup le concept, mais remettre, la définition, au cœur de la question, avec quelques chiffres, et puis, les modalités de compensation qui peuvent être, octroyées par, la MDPH et comment s'articule justement le travail de la MDPH et de l'éducation nationale, parce qu'on est sur une question connexe. Ensuite, se centrer un peu plus sur le parcours de scolarisation en tant que tel avec des questions, concrètes. Quand saisir la MDPH? Comment fonctionne ce parcours de scolarisation? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va, retrouver à l'intérieur de ce qu'on appelle le parcours de scolarisation pour les élèves en situation de handicap? Quelles options on peut leur proposer à ces jeunes en situation de handicap? Et puis un petit zoom sur, une petite vidéo pour illustrer un propos et pour terminer sur, aussi très concrètement, à quel moment, comment on saisit la MDPH, un petit zoom sur le fameux GEVASCO, le PPS et la mise en œuvre du PPS. C'est un petit peu frustrant pour moi en tant que la base enseignante parce que je ne peux pas vous dire: «Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Est-ce que,
je peux pas avoir de feedback, donc je vais essayer de me mordre la langue. Du coup, l'école inclusive, reprendre, concrètement, la notion d'école inclusive. Donc, on peut y retrouver, précisément, hein, la définition dans le code de l'éducation. On est sur, une question d'enjeu d'égalité et de justice sociale, hein, qui sont une priorité pour l'éducation nationale. Donc, ce que nous dit le code de l'éducation, c'est que l'école inclusive, vise à assurer une scolarisation de qualité pour tous les élèves, de la maternelle au lycée, par la prise en compte de leur singularité et de leurs besoins éducatifs et pédagogiques particuliers. Si vous êtes, si vous êtes des partenaires, je pense, qui travaillent avec l'école, et je pense que vous entendez souvent cette notion de besoin éducatif particulier. Alors, plus besoin éducatif particulier que besoin éducatif et pédagogique particulier, dit BEP aussi à l'éducation nationale. Donc, c'est une notion qui reprend, voilà. Donc l'école inclusive est pour les élèves à besoin éducatif particulier, et on entend par élève à besoin, éducatif particulier, tout élève qui est soit en situation de handicap, soit qui est un élève en grande difficulté scolaire, ou soit qui est un élève ou un enfant, en situation de maladie. Donc l'élève à besoin éducatif particulier n'est pas seulement l'élève en situation de handicap. On a aussi des élèves, en difficulté scolaire qui n'entrent pas dans le champ du handicap, mais l'école inclusive, elle regroupe tous ces enfants, tous ces élèves, sous ce grand chapeau d'école inclusive. Et par extension, elle regroupe forcément, heu, la globalité de tous les élèves scolarisés. Quelques chiffres, alors c'est vrai que ces dernières années, on a une augmentation, assez significative du nombre d'élèves, en situation, de handicap. On est à plus 38,6%. Alors pour anticiper peut-être, quelques questions sur, le pourquoi du comment, alors j'ai pas d'analyse fine et concrète à vous amener, mais on a quand même, je pense, une, heu, des diagnostics, qui sont plus posés pour les enfants, plus de, hem on les repère plus vite, ces enfants-là, sans doute. Ils sont mieux orientés, ils sont mieux accompagnés, et avec des diagnostics plus posés. Ça concourt sans doute, à ces chiffres-là, mais il y a d'autres facteurs, à prendre en considération, je pense. Donc ça représente dans le département du Nord 23 476 élèves précisément. Ces derniers temps, on a quand même une diminution globale de la croissance de l'effectif scolaire, mais malgré ça, le pourcentage d'élèves en situation de handicap, lui, continue à augmenter sensiblement. Il faut savoir qu'au niveau de notre département, on est au-dessus de la moyenne nationale au niveau du nombre, d'élèves en situation de handicap, puisque la moyenne nationale, c'est sur le territoire 3,20 d'élèves en situation de handicap, et nous, on est sur le département, 4,7 dans le Nord. Sur la répartition de ces élèves qui sont scolarisés, ces élèves handicapés, qui sont scolarisés, on a 68 de ces élèves, qui sont, scolarisés en milieu ordinaire. Alors, le terme n'est pas toujours très joli, mais on le positionne comme ça. On a 19 en ULIS, qui est un dispositif, scolaire aussi en milieu ordinaire, et 13 de l'effectif qui est en établissement médico, social. Au niveau des droits compensatoires qui peuvent être, notifiés par la MDPH, donc pour les rebalayer aussi, mais je pense que c'est quand même, pour la majeure partie d'entre vous, un sujet qui vous parle et que vous connaissez. L'octroi de l'A2EH, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, qui se fait par la MDPH et qui est, mise en œuvre, enfin le paiement se fait par, la CAF. On va avoir toute la partie, qu'on appelle parcours de scolarisation et de formation, hein, dans le formulaire de demande, c'est indiqué comme tel, parcours de scolarisation, et dans le parcours de scolarisation, on va retrouver, différentes possibilités. Alors le PPS qui lui, dans le cadre d'une scolarisation d'un élève en situation de handicap, est toujours obligatoire. On va toujours le retrouver puisque c'est lui qui va venir, compiler, les éléments de compensation pour la scolarisation de l'enfant. On va avoir, l'octroi de l'AESH, AESH-M ou I selon la modalité d'accompagnement des élèves en situation de handicap. On va avoir toute la partie, matériel pédagogique adapté, qui reprend à la fois l'utilisation de l'outil informatique, mais pas que.
Ça reprend aussi le mobilier. Le mobilier rentre sous ce chapeau de matériel pédagogique adapté. On va avoir le maintien en grande section et uniquement en grande section. Les autres, je rappelle au passage que les autres niveaux relèvent de l'éducation nationale et l'orientation en ULIS. Le transport des élèves en situation de handicap relève du département. Nous ne statuons pas à la MDPH sur le transport des élèves en situation de handicap. La RQTH, avec un octroi légalement à partir de l'âge de 16 ans. Tout ce qui est orientation médico-sociale, les DITEP, les CESAD, les IME ou IEM. Je passe un peu vite parce qu'on va y revenir après. La PCH, et les cartes. Carte mobilité inclusion, priorité invalidité ou carte mobilité inclusion stationnement. Alors concrètement, comment s'articule, la coopération entre la MDPH et l'éducation nationale? Puisque c'est ce qu'on disait, on est quand même sur des sujets connexes où, la MDPH et l'éducation nationale, travaillent ensemble et coopèrent. Donc au niveau départemental, on a une connexion et une coopération qui se fait entre, chargé de mission enfance de la MDPH et l'IEN-ASH, départemental, qui est monsieur Reynolds Mazu. Alors, je suis gênée parce que j'ai un feedback dans mon ordinateur. Ah, c'est bon. Donc IEN-ASH, c'est un inspecteur de l'éducation nationale. ASH, c'est un terme qui est là depuis, c'est un acronyme qui est là depuis très longtemps, et qui est posé depuis pas mal d'années et qui signifie adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés. Donc ça au niveau départemental. Au niveau, si on resserre un petit peu au niveau territorial, donc sur les territoires, correspondant aux différents pôles d'activité de la MDPH et bassins de l'éducation nationale, qui ne sont pas tout à fait identiques. Mais en tout cas, il y a une coopération qui se fait à ce niveau-là entre les responsables des pôles au niveau de la MDPH, et qui sont en communication avec les IEN ASH de bassin cette fois. Donc de mémoire, il y a 5 bassins à l'éducation nationale. Et puis, vient ensuite alors là, sur la territoriale, on va être sur, des cas, complexes, hein, une communication au niveau de situation complexe pour des jeunes, de risque de rupture de parcours, de difficultés, très très ciblées, où la communication va se mettre en place et la coopération va se mettre en place. Et au niveau du territoire, mais de façon encore plus, resserrée, on va avoir, une coopération, qui va se faire entre les évaluateurs à la MDPH et principalement les enseignants référents, RZ, enseignants référents pour la scolarisation des élèves handicapés. Ou parfois sur les évaluations, on peut, aller rechercher, des compléments d'information auprès des enseignants référents, ou les enseignants référents peuvent aussi interpeller sur des situations un petit peu sensibles ou urgentes, les évaluateurs. Alors, pour, rentrer un petit peu plus après ces éléments un petit peu plus généraux, rentrer un petit peu plus, au cœur du sujet, et voir un petit peu quand on saisit la MDPH, comment tout ça s'articule, concrètement. La MDPH se saisit à partir du moment où le droit commun, puisque la MDPH est subsidiaire à ce droit commun, à partir du moment où le droit commun, les réponses du droit commun, sont insuffisantes. Et c'est à ce moment-là que la MDPH peut être sollicitée avec l'idée d'aller, interroger, des nouvelles, éventuelles solutions, pour l'enfant, soit déjà en situation de handicap ou soit en présomption de situation de handicap, hein, dans le cadre des premières demandes. Donc c'est à ce moment-là que la MDPH peut être, saisie. La sollicitation, de la MDPH, de toute façon, est toujours le préalable, nécessaire à la mise en place du PPS. Elle est toujours saisie, la saisine de la MDPH se fait toujours à la main des représentants légaux de l'enfant.
Alors sur, ce schéma, je vais utiliser ça. Donc je vais partir d'ici, de l'élève en difficulté et du principe qu'on va parler, d'un enfant, qui n'est pas en situation de handicap, d'une première demande. On part de l'idée qu'un enfant qui n'est pas en situation de handicap et qui a des difficultés, à l'école, c'est un enfant pour lequel, l'éducation nationale se doit, de mettre en place, des solutions des propositions de solutions de droit commun. Donc pour ça, l'éducation nationale a à sa main tout un outillage, hem, qu'elle va, mettre en œuvre. Donc on a tout ce qui est adaptation pédagogique, le PPRE, projet personnalisé de réussite éducative. Elle peut solliciter le RASED, qui est le réseau d'aide, avec des enseignants spécialisés, réseau d'aide qui peut intervenir auprès des élèves en difficulté. Mettre en œuvre un PAI, ou un PAP, qui sont alors pour le PAI plus pour, un projet, qui est plus pour les difficultés, d'ordre médical, les problématiques médicales, les traitements nécessaires et le PAP qui lui est visé, le plan d'accompagnement personnalisé qui lui est monté et validé par un médecin scolaire dans le cadre de troubles des apprentissages plutôt. Où on va, venir, faire l'état des lieux et proposer, des adaptations pédagogiques. Donc tout ça, c'est l'outillage de droit commun qu'a récemment l'éducation nationale. C'est ce qui doit d'abord être mis en œuvre avant, de passer à l'étape, suivante qui bien souvent est l'étape, questionnement de la MDPH, saisine de la MDPH. Cet outillage, il est mis, en œuvre sous couvert d'une équipe éducative. Donc ça, c'est la première instance quelque part, hein. L'équipe éducative, c'est à minima, c'est toujours le directeur ou la directrice d'école, l'enseignant, les parents, représentants légaux de l'enfant, heu et l'enfant aussi, selon, les modalités choisies. Où, on va faire l'état des lieux, sur, les appuis, de l'enfant à l'école, sur ses difficultés et de ces constats, ce qu'on va décider de mettre en œuvre. Est-ce qu'on va d'abord construire un PPRE et dans ce PPRE, bah, voilà, qu'est-ce qu'on décide? Une réduction de temps d'écrit, de quantité d'écrit, ou un aménagement d'emploi du temps, voilà. On va formaliser les propositions pour améliorer, le cadre de scolarisation de l'enfant et permettre de pallier les difficultés. L'équipe éducative formalise tout ça, c'est mis en œuvre, et au besoin réajusté. Si ça fonctionne pas, on peut réinterroger le droit commun. Mais si vraiment ça ne fonctionne pas, à ce moment-là, quand on a épuisé pas mal de solutions, de l'ordre du droit commun, on va, à ce moment-là la famille va pouvoir, si elle le souhaite, saisir la MDPH à l'aide du GEVASCO première demande. Donc avec mon curseur, j'en suis là. Alors souvent, ce sont des jeunes des enfants ou des jeunes qui ont quand même, des accompagnements thérapeutiques, hein. C'est assez rare que ces jeunes en difficulté n'aient pas du tout, ça peut arriver, de suivi thérapeutique, et d'accompagnement de première ligne ou, en libéral. Donc, une fois que le GEVASCO est rempli avec un dossier de demande auprès de la MDPH, il arrive dans nos services et à ce moment-là, l'évaluation, va, permettre d'indiquer si le jeune relève bien du champ du handicap, si le jeune est bien en situation de handicap, l'enfant est bien en situation de handicap, ou pas. Il peut arriver que finalement, les éléments, indiquent que non, on reste dans l'ordre de la difficulté scolaire. À ce moment-là, on renvoie vers le droit commun, hein, et par contre, si le jeune est bien en situation de handicap, on rentre ici dans un, second, j'allais dire un second, circuit, mais, bon, vous voyez, hein, on voit bien qu'on arrive sur quelque chose après qui va tourner, un peu, en boucle. Donc, situation de handicap, la MDPH va éditer un PPS, un plan personnalisé de scolarisation, où on va retrouver, tous les droits à compensation attribués par la CDAPH. Ce PPS est mis en œuvre par l'équipe pédagogique et chaque année,
l'équipe de suivi de scolarisation est rassemblée, sous couvert de l'enseignant référent qui régule cette équipe de suivi de scolarisation pour faire le point sur les compensations et adaptations mises en œuvre. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça ne fonctionne pas? Si ça fonctionne, on poursuit. Si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on peut, envisager? Quel est le projet? Et de fait, là, on peut envoyer une demande de réexamen de la situation à la MDPH qui va réévaluer la situation au besoin et rééditer un nouveau PPS, si nécessaire. Et c'est là que le champ légal de l'enseignant référent, se met, en place. C'est à partir du moment où l'élève est en situation de handicap. Avant, c'est l'équipe éducative qui se charge de remplir le GEVASCO. Alors, il y a des pratiques qui font que certains enseignants référents accompagnent parfois, la première étape, sur l'équipe éducative et le GEVASCO preneur de main. Alors, il est intéressant aussi dans cette dynamique d'école inclusive, de se dire que tous les acteurs, en tout cas, l'éducation nationale, la MDPH, les établissements médico-sociaux, sont dans la même dynamique de l'idée que ce qui prévaut, c'est la scolarisation dans le milieu de vie ordinaire de l'enfant, à savoir, l'école. C'est ce qui est, en tout cas, j'ai dit ça prévaut, mais c'est ce qui est en tout cas privilégié, dans la mesure où, c'est aussi soutenu par le projet de la famille, autant que faire se peut, bien évidemment. Hem et les fonctionnements actuels même des établissements médicaux, sociaux avec, la modification de l'offre médico-sociale amènent aussi et tendent à ça avec des dispositifs, qui ont été créés il y a quelques années maintenant d'unités d'enseignement externalisées où même si, l'enfant est en institut médico-éducatif, on a une dynamique de retour vers l'école avec ces dispositifs, d'unités d'enseignement externalisées qui sont finalement les classes les petites classes, les unités d'enseignement qui sont au sein des instituts médico-éducatifs qui se reportent, qui se délocalisent, dans les écoles et qui vont vivre, dans les écoles, dans le milieu de vie ordinaire de l'enfant, d'une façon, totalement, naturelle. Je vous propose pour illustrer un peu cette dynamique et ce questionnement autour de ça, une petite vidéo qui a été, faite par le GAPAS. L'école. L'école, c'est la récré, les profs, la cantine, les copains. L'Institut d'éducation motrice, c'est aussi les copains, la cantine, la récré, mais ici, elle est différente. À l'école, on apprend à vivre ensemble, on apprend de soi, on apprend des autres. À l'école, on est un élève. À l'Institut d'éducation motrice, il y a aussi des apprentissages, soutenus par une équipe éducative et par des professionnels de compétences multiples. Mais ici, il n'y a pas d'élèves. L'école ici, c'est une unité d'enseignement externalisée, une classe dans l'école pour 6 élèves. Pour Noran, Nejma, Maxence, Alexis, Sankumba et Nicolas et bien d'autres, il n'y a pas de classe, pas d'école. Ou alors, quelques heures par semaine, chacun son tour. Ces jeunes exceptionnels ont des besoins singuliers. Le vivre ensemble permet à chacun de rencontrer la différence, de s'enrichir de cette différence. L'école est un facilitateur de la participation sociale. Pour que chaque élève, pour que tous ces élèves puissent prendre leur place comme les autres citoyens et exercer un rôle social, utiliser leurs capacités et développer des compétences. Notre responsabilité collective pour rendre cela possible est de nous engager à mettre en œuvre des moyens adaptés, des programmes adaptés, leur permettant d'être à l'école. Ensemble, acteurs de l'éducation nationale et du médico-social, agissons pour faire que cette participation sociale soit une réalité pour tous. Ensemble, agissons pour construire l'inclusion scolaire qui permettra que cette volonté devienne une réalité pour tous. Ah, alors je suis repassée en mode,
Ah, et je suis revenue au début. C'est formidable. Hop, je vais faire comme ça ira plus vite que de... Voilà. Ah, c'est toujours très frustrant d'être dans le silence, hein, et de ne pas pouvoir échanger sur le support. Donc voilà, c'est une vidéo qui certes amène à un questionnement, mais c'est aussi pour se repositionner sur cette idée que la dynamique actuelle est bien celle-là, en tout cas pour les partenaires que sont l'AMDPH, l'éducation nationale et le médico-social, dans la mesure du projet, dans la mesure des possibilités de chaque jeune, de la question de l'autodétermination et des projets aussi des familles. Pour rebalayer toutes les modalités de scolarisation possibles pour les jeunes en situation de handicap, je vous propose cette slide alors où on reprend la globalité de ce qu'il est possible d'envisager en termes d'orientation pour les jeunes en situation de handicap. Alors, au niveau de l'école dite ordinaire, de la classe, on peut avoir, donc ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, on aura toujours la notification d'un PPS, le projet personnalisé de scolarisation, qui formalisera les adaptations pédagogiques nécessaires pour l'enfant ou le jeune, pour l'élève. On aura la possibilité de mettre en place un accompagnement humain auprès de l'élève en situation de handicap, avec des modalités différentes. Il pourra être mutualisé ou individualisé. On a le MPA, matériel pédagogique adapté. J'ai déjà souligné le fait tout à l'heure que ça reprenait à la fois l'outillage informatique, ce qui est le plus fréquent, mais aussi le mobilier et le maintien en maternelle, uniquement en fin de cycle 1, donc la grande section. Et ça a été dit aussi tout à l'heure, mais je le repose, le fait que tout autre éventuel maintien en dehors de la grande section est à la main de l'Éducation nationale et de l'inspecteur de circonscription. Alors, juste pour poser de la compréhension, en fait, il faut savoir que le maintien en grande section se faisait à l'époque de l'école maternelle qui n'était pas obligatoire. Elle l'est depuis plusieurs années maintenant. Et de fait, on ne pouvait pas maintenir un élève dans une école qui n'était pas obligatoire. Donc, pour les élèves en situation de handicap, le fait de passer une année supplémentaire sur cette école non obligatoire passait par une notification de la MDPH. L'école est maintenant obligatoire maternelle, mais c'est resté quand même à la main de la MDPH. Pour l'explication. On a ensuite des dispositifs inclusifs en milieu ordinaire, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées aussi. Donc on a les ULIS, unités localisées pour l'inclusion scolaire, qui ont typiquement un fonctionnement éducation nationale, qu'on va retrouver majoritairement dans les écoles. La plus grosse le plus grand nombre d'ULIS est implanté dans les écoles. Dans les collèges, ça continue à se développer. Il y a un travail qui est fait pour continuer à développer ces ULIS en collège, pour pouvoir, avec les cohortes qui puissent se suivre aussi. Et dans les lycées, il y en a aussi beaucoup moins, mais c'est pareil, il y a une dynamique de développement qui se pose au fur et à mesure. Donc là, l'Éducation nationale travaille à développer les ULIS dans les collèges et dans les lycées. On a les DAM, qui sont un dispositif purement départemental, pas un dispositif national, dispositif d'accueil autisme maternel, qui sont un peu précurseurs finalement des UEMA. Donc c'est une classe qui est dans une école maternelle, qui fonctionne alors à mi-temps, la particularité, et qui est soutenue par un plateau technique d'un établissement médico-social. Il y a un partenariat avec un établissement médico-social et une enseignante spécialisée sur la classe pour les enfants autistes. Il y en a, je pense, 8 de dames sur le département. On a ensuite les U2E, les unités d'enseignement externalisées, que j'ai rapidement évoquées tout à l'heure, qui sont, comme je l'ai dit, l'exportation, la délocalisation des unités d'enseignement, des classes, des classes finalement, des établissements médico-sociaux, puisque les établissements médico-sociaux ont des postes d'enseignants spécialisés de l'éducation nationale mis à disposition.
dans leurs institutions, dans leurs locaux. Et de fait, les enseignants, alors les U2E, on doit être à 4-5 ans, 5 ans à peu près, au 6 même, vraiment d'existence, de développement. Et auparavant, l'enseignant spécialisé, il restait uniquement dans l'établissement médico-social où il faisait la classe. Donc là, on exporte, on délocalise et la classe se fait au sein d'une école. Et l'idée, c'est que les prises en charge thérapeutiques puissent se faire aussi dans l'école et qu'il y ait des projets qui se développent avec l'école, des projets autour de thématiques, tout ce qui est de la vie de l'école, hein, le carnaval, la photo de classe, et puis aussi des inclusions dans les classes. Les UEMA et les U2EA vont finalement fonctionner un petit peu de la même manière que les U2E. Ce sont des unités d'enseignement qui sont portées par des établissements médico-sociaux, à la seule différence que les enfants ne vont pas du tout dans l'établissement médico-social, ils sont uniquement sur ce dispositif dans l'école. Et voilà, ça fonctionne de la même manière, un enseignant spécialisé, un plateau technique avec des prises en charge thérapeutiques, des éducateurs au sein de l'école, pour aller créer des inclusions, créer du travail en commun avec les autres classes de l'école, et puis tous les temps de vie, les récréations, les repas, voilà. Et enfin, on a les DAR, enfin je dis les DAR dans le Nord pour l'instant, on n'en a qu'un qui est dans le Valenciennois, Saint-Amand, je crois, qui est le dispositif d'autorégulation qui est destiné aux élèves autistes, et qui est un dispositif vraiment global dans l'établissement scolaire, porté par un établissement médico-social aussi, où l'équipe de médico-social s'implante dans l'école ou le collège et travaille à la fois avec les enfants autistes, mais avec tous les enfants finalement, avec une disposition des locaux qui permet d'avoir des salles d'autorégulation pour quand il y a des trop-pleins, quand il y a des choses à retravailler ou besoin de plus de calme, besoin de retour sur soi. Voilà, ça fonctionne un petit peu comme ça, les DAR. Mais là, on n'en a qu'un sur le Valenciennois. Dispositif très jeune, le DAR. Enfin, on va avoir les établissements médico-sociaux, hein, je pense que vous connaissez tous, les IME, les IEM. Qu'on espère un jour voir aussi fonctionner un dispositif intégré, appelé alors CESAD, et puis les DITEP, eux, qui fonctionnent déjà en dispositif intégré, hein, des dispositifs intégrés des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques, donc qui regroupent à la fois le CESAD ITEP et l'ITEP, l'institut en tant que tel, sous une même notification, et qui permettent plus d'agilité pour les usagers et les professionnels. Et puis l'ensemble des CESAD. Alors quand on remonte vers le haut, ici, sur la 3e colonne, on voit une petite sortie de nos établissements médico-sociaux en direction du milieu ordinaire, puisqu'il y a quelques années, ont été créés, il y a 3 ans, je pense, ont été créés les EMAS, les équipes mobiles d'appui à la scolarité, qui sont de petites équipes issues du médico-social et portées par le médico-social, hein. Souvent, ils sont 2 ou 3 dans une EMAS, à minima un psychologue et un éducateur. Et qui cette équipe peut être interpellée par les écoles. Donc la saisine se fait par l'Éducation nationale pour venir demander une observation et des conseils sur des situations d'enfants en situation de handicap ou non. Mais en tout cas, pour des situations complexes de gestion, et où l'éducation nationale peut demander un appui du médico-social, en tout cas en termes de conseils d'adaptation qui peuvent être de l'ordre d'adaptation matérielle, d'adaptation voilà, de pratiques diverses et variées, mais plus qui viennent du médico-social. Et par contre, les EMAS ne sont pas dans l'accompagnement des élèves, ils sont pour l'instant dans l'accompagnement des équipes. Je reviens ici puisqu'on est dans le sujet vraiment recentré au cœur du parcours de scolarisation et de l'école. On en a parlé tout à l'heure rapidement des enseignants référents. Pour repositionner vraiment leur mission, donc ils ont déjà
une mission de coopération un peu, j'allais dire tripartite. Ils ont tout un travail de coopération qui se fait, avec, les partenaires, les familles et les établissements scolaires, déjà. Avec les familles, ils sont là pour, les accompagner, les accueillir, les informer aussi, hein, sur les possibilités, hem, pour leur enfant, sur les orientations possibles, sur, les établissements de secteur, sur, les établissements médico-sociaux de secteur, voilà, ils ont d'abord cette mission-là, et par là même, c'est par là même aussi qu'ils contribuent à une meilleure scolarisation, hein, de ces élèves en situation de handicap. Ils peuvent accompagner aussi les familles à remplir les dossiers de demande, auprès de la MDPH, dans cette mission d'accueil et d'information. Ils ont aussi un rôle de personnes ressources dans les établissements scolaires auprès de leurs collègues, pour, les accompagner dans la scolarisation des élèves en situation de handicap, hein, puisque ce sont des enseignants spécialisés. Donc ils peuvent être personnes ressources, sur les questions à la fois d'orientation, mais aussi sur des questions, de besoins d'adaptation et de compensation. Et puis, ils travaillent aussi, avec les partenaires, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, hein, ils sont, des interlocuteurs privilégiés pour les évaluateurs à la MDPH. Heu et ils font aussi, le lien entre, les inspecteurs de l'éducation nationale, les écoles, les familles, heu et la MDPH aussi. Enfin, leur plus grosse mission, j'ai envie de dire, puisque c'est en tout cas celle qui est la plus connue, des partenaires et des familles, c'est la personne qui va, réunir et animer, l'équipe de suivi de scolarisation, heu et heu et vérifier, la bonne mise en œuvre, du PPS. Alors, excusez-moi, j'avais annoncé, hein, que j'étais désolée pour les éventuels mouchages. Hem, pour, pour finaliser ce balayage de la question du parcours de scolarisation, hein, parce que j'ai dit on pourrait développer, encore plus. Heu, la question ça va être de savoir comment concrètement on saisit la MDPH et le PPS, puisque je l'ai évoqué déjà plusieurs fois, hein, de faire un zoom un peu plus précis sur, le PPS et ce qu'il est et comment il est mis en œuvre. Alors comment on sollicite la MDPH? Eh bien, on le sollicite, et je pense que vous le savez tous, via, le formulaire, de demande, le CERFA, heu, avec, heu, l'idée de ch plusieurs éléments à retenir, un peu différents. C'est-à-dire que, il faut d'abord, que le dossier de demande soit avant tout recevable et pour être recevable, il y a des éléments, heu obligatoires à fournir. Donc le dossier de demande, dûment rempli. Alors dûment, je vais dire que ça va être, obligatoirement la partie administrative avec, les identités, les adresses, la signature, là où les signatures et la date. Alors je dis là où les parce que c'est une question qui revient souvent avec les partenaires. Heu, les dans les meilleurs, enfin les signatures des représentants légaux et dans le cas de situations complexes où, l'un des parents n'est plus présent ou il est la ma le second parent est dans l'impossibilité de faire signer ce document, aux parents, eh bien, il suffit de l'indiquer sur papier libre très très succinctement, les raisons de cette incapacité à avoir 2 signatures. Donc le dossier de demande, à minima rempli sur, identité, adresse, signature, date, puisque dans le cadre de la demande générique, même si il n'était pas rempli dans son intégralité sur la suite, nous devons à la MDPH heu, proposer des éléments de compensation au regard de tous les autres éléments qu'on aura dans le dossier. Donc si la totalité est remplie, c'est très bien et parfait, avec un projet de vie, avec des demandes, précises. Si ce n'est pas le cas, nous étudierons quand même,
la situation et nous répondrons aux besoins de compensation. On doit avoir avec ça le certificat médical rempli, sachant que ce certificat médical est valable 1 an. Donc si au cours d'une année, on doit déposer 2 demandes, il n'est pas nécessaire de refaire faire le certificat médical. Il suffit de préciser dans le dossier qu'il y a un certificat médical qui a déjà été déposé 3 mois ou 4 mois auparavant ou 5 mois et que donc il y en a un qui est valable déjà, dans nos services puisque tout est numérisé et que tout est conservé dans l'armoire numérique. Quand on retourne dans les dossiers, on retrouve tous ces éléments-là. Donc qui est valable 1 an. Avec ça, on doit joindre un justificatif, justificatif d'identité des représentants légaux. Pour l'enfant, l'acte de naissance ou pièce d'identité, carte d'identité ou passeport. L'un ou l'autre, parce que tous les enfants n'ont pas une pièce d'identité. Donc dans le cas où il n'y a pas de pièce d'identité, acte de naissance, voire livret de famille. Et puis, justificatif de domicile. Donc ça, c'est la partie, minimale pour que le dossier soit recevable. Cependant, même si, le reste des éléments n'est pas obligatoire, le reste des éléments étant tout de même nécessaire. Si on n'a que cette base obligatoire, est très difficile, juste à l'aide d'un certificat médical, d'aller établir un plan de compensation fin et précis, pour un enfant. Donc, ce à quoi il faut joindre, c'est pourquoi il faut joindre au dossier les éléments médicaux et paramédicaux, complémentaires, hein, tout ce qui est compte rendu de suivi, thérapeutique, s'il y a des suivis en libéral, tout ce qui est, bilan, compte rendu, de suivi qui peuvent être faits, en CAMS, en CMP, ou alors des suivis, de spécialistes au CHR, voilà, tout ça, on joint en dossier. Alors ce qui est récent, pas besoin de remonter, ce qui est relativement récent. Et puis, dans un 3e temps, les éléments d'évaluation scolaire qui, eux aussi, ne sont pas obligatoires mais nécessaires. Donc le GEVASCO, première demande ou réexamen, le compte rendu, d'équipe éducative ou d'équipe de suivi de scolarisation, quand il est, en la possession des parents, puisque c'est vraiment un document qui vient bien compléter, le GEVASCO et qui permet d'avoir, la teneur des échanges, lors de l'ESS ou de l'équipe éducative. Et puis on peut aussi éventuellement joindre des travaux d'enfants s'ils sont significatifs, hein. Souvent on va penser aux dysgraphies par exemple. Et pareil, des éléments ciblés, hein, dans les travaux d'enfants qui prennent sens, en tout cas qui peuvent prendre sens dans l'évaluation. Dans ces éléments donc, non obligatoires mais nécessaires, on l'a évoqué dans les pièces scolaires, nous avons le GEVASCO, donc c'est l'occasion de faire un petit zoom sur cette pièce, indispensable, à l'évaluation du parcours de scolarisation. Parce que sans ça, même si c'est pas obligatoire, c'est nécessaire et même indispensable parce que ça va reprendre vraiment tous les éléments de situation de la scolarisation de l'enfant, et donner une photographie, hein, de ses difficultés, dans ce milieu de vie et de fait de ses besoins de compensation. Donc le GEVASCO qui est le guide d'évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation, hein, qui est un extrait du document, du GEVA, d'évaluation des besoins de compensation des personnes handicapées. Donc c'est ce que je disais, hein, c'est à quoi il sert? Bah, il est défini comme un outil d'observation partagée, d'échange entre partenaires, de recueil et de transmission d'informations relatives au parcours de scolarisation d'un élève en situation de handicap. C'est ce que je vous disais, c'est vraiment la photographie de l'enfant dans le milieu scolaire, de savoir, qu'on puisse, voir, quelles sont ses difficultés dans les apprentissages, quelles peuvent être ses difficultés, de relation avec les pairs. Quels sont, ses points d'appui aussi, hein. On n'est pas que dans une retranscription des difficultés, on a aussi toute une partie de points d'appui qui peut apparaître dans le GEVASCO. Quel est le projet de la famille aussi à la fin? On a un encart, sur, l'expression de la famille, sur l'expression des professionnels, donc c'est vraiment un document qui fait cette photographie-là et qui est indispensable. Il existe sous 2 formes. On a le GEVASCO première demande, alors la forme est relativement la même, hein, à 2 ou 3 pages près, puisque dans le GEVASCO réexamen, on va avoir une petite partie supplémentaire qui vient, faire un petit peu, interroger, ce qui est déjà mis en place, finalement. Donc
Sur la première demande, on a des éléments un petit peu en moins. Ce sont pour les élèves qui n'ont pas encore de PPS, qui ne sont pas encore entrés qui ne sont pas encore reconnus comme élèves en situation de handicap. Et c'est ce qui va nous permettre à la MDPH aussi de venir attester de cette entrée dans le champ du handicap. En tout cas, pour ce qui est de la compensation scolaire, venir étayer tout ça. Le réexamen, donc les élèves qui ont déjà un PPS, ce pourquoi il y a un regard sur ce qui a été mis en œuvre et qui va permettre de revoir la situation s'il y a des besoins complémentaires nécessaires ou un renouvellement de la situation. Qui le remplit? Alors dans le cadre de la première demande, il faut savoir que c'est l'équipe éducative qui le remplit, donc c'est l'enseignant avec l'aide si besoin ou en tout cas la validation du directeur d'école. Et dans le cadre du PPS, il est aussi renseigné par l'enseignant ou les professeurs dans le second degré, mais souvent c'est un professeur, souvent c'est peut-être le professeur principal ou voilà, ça dépend des fonctions dans les établissements. Et la différence, c'est que lors de la réunion de SS, l'enseignant référent va compléter aux besoins GEVASCO s'il y a des parties où il y a des choses dans l'échange, lors de l'échange qui sont dites et qui sont intéressantes à insérer, il va compléter ce GEVASCO et puis il va aussi rédiger ce compte rendu d'équipe de suivi de scolarisation que vous pouvez joindre au dossier de demande. C'est ce que je disais précédemment. Pour les parents, toute cette démarche de GEVASCO, de SS, l'idée c'est que les parents doivent être présents en ESS. C'est une instance obligatoire où ils sont conviés. Ils peuvent se faire accompagner ou représenter s'ils ne peuvent pas être présents. Et leur avis aux parents est incontournable. C'est pourquoi dans le GEVASCO, on a cette partie sur la dernière page où les parents peuvent s'exprimer. Il y a les 2 derniers petits encarts. Le premier, c'est l'expression des parents et ensuite l'expression de la famille. Il n'est pas du tout gênant que les parents et l'équipe pédagogique n'aient pas le même avis. Ça peut tout à fait apparaître sur le GEVASCO. C'est ensuite la MDPH qui va faire son travail d'évaluation et venir compenser les besoins compenser les besoins de l'enfant comme il se doit. Mais en tout cas, le fait que les parents et l'équipe pédagogique ne soient pas d'accord n'est pas, il n'y a pas de consensus à avoir en tout cas. Il n'est pas obligatoire le consensus. Pour un petit peu plus de précision, hein, on a parce que c'est un petit peu plus complet là, je suis allée vraiment sur l'essentiel sur le GEVASCO, mais vous pouvez retrouver encore un peu plus de complémentarité d'informations sur le lien en dessous, la source. Et en fin de diapo, je vous ai mis quelques liens pour aller un petit peu plus loin. Du coup, le PPS, pour résumer un petit peu ce fameux PPS, ce projet personnalisé de scolarisation, il concerne les enfants dont la situation répond à la définition du handicap et pour lesquels la MDPH a émis un avis sur la situation et sur la présence de besoins en lien avec la scolarité. Il fait partie du plan personnalisé de compensation, puisque la MDPH, quand l'enfant ou le jeune est en situation de handicap, va excusez-moi, je commence à chercher mes mots, va émettre un plan personnalisé de compensation, va construire un plan personnalisé de compensation. On va retrouver l'ensemble des droits proposés, octroyés, c'est-à-dire à la fois les droits financiers, ça peut être les cartes, et puis on va retrouver dedans le PPS, qui est un volet de ce plan personnalisé de compensation. Et finalement, ce PPS, c'est lui qui coordonne toutes les modalités de déroulement de la scolarité, c'est-à-dire on va y retrouver les orientations, si on a besoin d'un ESH ou pas, et puis les actions pédagogiques, le temps supplémentaire, le tutorat, les aménagements spécifiques, les aménagements au niveau du sport, le besoin de matériel pédagogique adapté. Voilà, tout ça, ça va se retrouver dans ce PPS. Et on le redit encore une fois, ce PPS favorisera, tant que faire se peut, le milieu ordinaire.
Visuellement, ça c'est, si vous vous rappelez tout à l'heure du schéma, j'allais dire du triptyque, hein, de mes 3 colonnes là qui reprenaient, les orientations possibles, on est sur, voilà, c'est une autre forme visuelle où ce PPS, c'est ce que je vous disais, il va venir poser précisément les orientations en lien avec la scolarité ou une orientation médico-sociale, un besoin d'AESH, besoin de matériel pédagogique adapté, et c'est tout ce qu'on va retrouver, à l'intérieur. Concernant la mise en œuvre du PPS, puisque la MDPH va éditer ce PPS, la mise en œuvre revient, elle, à l'équipe pédagogique. Elle revient à l'école finalement. C'est l'école qui a pour obligation de mettre en œuvre ce PPS. Donc si difficulté il y avait dans la mise en œuvre du PPS, c'est-à-dire dans la mise en œuvre des adaptations, qu'elles soient par exemple pédagogiques, si ça posait problème, les représentants légaux de l'enfant doivent d'abord se rapprocher de l'établissement scolaire ou de l'enseignant référent, dans un premier temps. Interroger l'équipe, pourquoi c'est pas mis en œuvre, comment ça se fait, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui pose problème. L'enseignant référent aussi, c'est tout à fait possible. Dans un second temps, ils peuvent interpeller la cellule départementale d'écoute et de réponse aux parents, qui est la cellule école inclusive, hein. Je vous ai mis la petite pastille, école inclusive avec un numéro de téléphone, numéro unique, et il y a même une adresse mail, où là, il suffit d'exposer la situation et sous 48 heures, il y a un retour qui est fait sur la situation. Pour aller plus loin, je vous propose quelques sites intéressants. Alors d'abord, pour retrouver les coordonnées d'un enseignant référent, ce qui peut être fort utile parfois, vous pouvez les retrouver sur le site de l'Académie de Lille, hein, sur ce lien. Vous tomberez directement dessus enfin, vous allez les retrouver listés par bassin. Et puis il y a un site qui est très intéressant aussi, édité par l'Académie de Lille et qui est très complet, où vous allez retrouver vraiment, alors vous retrouverez une seconde fois les enseignants référents, ça c'est possible, mais vous allez aussi retrouver beaucoup de, alors il y a des décrets, il y a des textes, mais il y a aussi des présentations de dispositifs spécifiques, tels que Respire par exemple, ou des dispositifs pour les enfants HPI. Vous allez retrouver pas mal, voilà, il faut balayer ce site, il y a pas mal de choses à y découvrir. Et après, au niveau national, vous avez aussi 3 possibilités où on peut aller chercher pas mal d'informations, et surtout la dernière, à destination des parents, sur monparcourshandicap.gouv.fr, où, alors là, j'ai mis directement le lien vers la page de scolarité, mais sur ce site, sinon, si vous allez sur monparcourshandicap.gouv.fr, vous avez une pastille scolarité, et où il y a pas mal d'informations. On va retrouver tout ce qui est autour du GVASCO, autour de comment un petit peu s'y prendre pour aborder la scolarisation de son enfant en situation de handicap. Alors, j'ai tenu le timing, il est 11h57. Dans la frustration totale de ne pas pouvoir échanger avec personne. Mais j'espère que j'ai été claire, en tout cas, dans mon propos. En tout cas, un grand merci Cécile, effectivement, tu as été très claire et bravo pour ce timing, effectivement, les plus parfaits. En tout cas, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Karine Martin, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, se joint également à moi. Et bien évidemment, je vous le rappelle, l'ensemble des supports vous seront envoyés après la fin de cette présentation. On répondra à la FAQ, à la foire aux questions, parce qu'effectivement, il y a quelques questions. Donc, on la construira avec Cécile et on vous souhaite du coup une bonne fin de journée et à bientôt. Merci, au revoir.